Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Je me présente Michel Tisdel, conseiller en gestion des médias à la ville de Lévis. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Avant de débuter, un mot pour vous dire que nous avons appris hier, avec grande tristesse, le décès de l'épouse de M. Stéphane Lafaux, notre directeur général. Dans les circonstances, M. Lafaux nous avait fait part de son souhait de maintenir cette activité parce que le projet qui sera annoncé aujourd'hui lui tient à cœur. Toute l'équipe de la ville de Lévis lui offre ses plus sincères condoléances ainsi qu'à sa famille et lui assurons qu'il peut compter sur tout notre soutien et notre réconfort en ce moment de deuil. Nous sommes de tout cœur avec lui. En son absence, Mme Nathalie Campeau assurera son intérim au cours des prochains jours et nous la remercions pour sa présence ce matin. Donc, aujourd'hui, le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, présentera la démarche de participation citoyenne entourant le développement de Lévis, Vision 2040. Pour l'occasion, il sera accompagné de Mme Nathalie Campeau, directrice générale par intérim de la ville de Lévis. Nous débuterons par les allocutions et poursuivrons ensuite avec la période de questions portant sur le sujet du jour. Pour les journalistes qui ont des questions portant sur d'autres sujets, le maire sera disponible pour y répondre. Nous conclurons la conférence avec la prise de photos officielle. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. le maire, M. Gilles Lehouillier. Eh bien, merci beaucoup. C'est un grand moment aujourd'hui, puisque on lance un peu un grand défi à la population lévisienne, c'est celle de déployer ensemble, avec la ville, avec la population, avec l'ensemble des intervenants économiques, sociaux, communautaires. Donc, l'idée, c'est de lancer aujourd'hui donc notre vision de ce que sera notre ville en 2040. Je veux m'associer à tous les membres du conseil municipal, donc pour offrir à la famille de M. Stéphane Lafaux nos plus sincères condoléances dans la terrible épreuve qui affecte actuellement notre directeur général. Normalement, c'est lui qui serait à mes côtés parce que c'est un projet qui tenait à cœur. Il m'en avait parlé dès son arrivée. Moi, j'ai embarqué avec enthousiasme parce qu'au fond, on était rendu à un point carrefour. On s'était donné une magnifique stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel en 2014 qui a amené la création du bureau de projet. Et on avait développé en 2013-2014 tout un volet qualité de vie relié notamment à la mise à niveau des équipements sportifs, l'utilisation du fleuve et des affluents comme élément majeur pour le développement qualité de vie. Et le succès a été instantané. Regardez le quai Paquette, la rivière Etchemin, rivière Chaudière qu'on est en train de développer. L'autre point était le développement d'une dizaine de grands parcs urbains qui, ma foi, se développent à vitesse grand V. Donc, cet accès aux fleurs, pour nous, est important. On s'est attaqué également à la mise à niveau de nos équipements sportifs. Et là, tout récemment, justement avec M. Lafaux, nous avons rencontré l'ensemble du personnel de la ville. Ça a été vraiment un gros travail qu'on a fait avec Stéphane. On a rencontré l'ensemble du personnel de la ville. Et quel est mon constat? Jamais je n'ai vu un personnel aussi dédié à la ville. Et je vous dis, la vision qu'on va se donner ensemble, 2040, va être tout simplement fantastique. Parce que on a un personnel qui est à l'image du dynamisme de notre communauté. Quelle force de frappe que la communauté lévisienne. Je vous l'ai dit tel que je le pense. Alors aujourd'hui, je veux souligner, puis je suis un peu ému quand j'en parle. D'abord, la présence, bien sûr, de Nathalie, qui assume l'intérim au niveau de la direction générale. Et merci à Stéphane aussi d'avoir monté en si peu de temps une équipe de direction aussi solide que celle que nous avons maintenant. Je veux le féliciter. Et en même temps aussi, souligner le travail exceptionnel des élus municipaux. Et quand je dis le travail exceptionnel des élus municipaux, moi, je ne fais jamais d'exception. Un élu, quelle que soit son appartenance, quelles que soient ses convictions, est un élu. Et il se doit
et tous les élus se doivent également de participer à cette magnifique vision qu'on va mettre de l'avant. Alors, je veux saluer la présence, évidemment, de M. Serge Côté, Mme Isabelle Demers, Mme Brigitte Duchesneau, M. Régent Lamontagne, Mme Amélie Landry, M. Michel Patry, et aussi la présence de M. Serge Bonin, de M. Alexandre Fallu. Merci d'être là. Merci de votre présence qui symbolise, indépendamment de nos convictions politiques, une volonté de travailler ensemble à déployer cette magnifique vision 2040. Je veux aussi souligner donc la présence de l'ensemble des membres des directions de la ville. Je suis vraiment impressionné aujourd'hui de voir que tous les grands directeurs de la ville sont présents ici aujourd'hui. Donc, ça m'impressionne énormément. Je voudrais aussi souligner la présence des représentants donc de nos députés, M. Bernard Drainville et Mme Martine Biron. Merci d'être là ce matin et de représenter donc nos députés. Et je veux aussi souligner la présence de M. Jacques Gourde. Merci beaucoup, M. Gourde, d'être là. Et merci pour ce que vous faites aussi pour votre communauté. Vous êtes omniprésent dans la communauté et votre durabilité n'est pas une exception. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Vous travaillez très fort dans votre comté. Merci infiniment d'être là aujourd'hui et de partager avec nous cette vision-là. Et j'espère que vous pourrez y apporter vos inputs par rapport notamment aux grands enjeux de votre gouvernement, etc., pour l'avenir, notamment au niveau du logement. Tu sais. Alors donc, il y aura peut-être des enjeux qu'on pourra partager ensemble. Donc moi, je veux vous dire, au départ, on va y aller avec la présentation parce que, au fond, je vais me donner un cadre parce que si je pars dans une direction, écoutez, la conférence de presse peut être longue. Alors, on y va avec la présentation, peut-être. Alors, donc, écoutez, grâce à, c'est ça, grâce à la force de frappe de notre personnel, bien sûr, mais surtout en raison du dynamisme du milieu. Écoutez, regardez au Québec, on est toujours numéro 1 pour la qualité de vie, la sécurité, la vitalité économique, puis le bonheur, ben, on est numéro 2, mais là, on est retombé numéro 1 récemment, là, dans le cadre d'un sondage, donc où, au Québec, on est numéro 1, puis on est dans les 6 premières villes au Canada, mais peu importe, numéro 1, numéro 2, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on voit que l'indice de bonheur est très élevé, et ça, c'est fondamental. Je tiens à vous dire une chose, ce que j'ai constaté depuis 2014-2015, c'est qu'on a beaucoup de gens qui investissent maintenant à Lévis. Et pourquoi ils investissent à Lévis? Parce qu'ils sentent que la communauté est heureuse. Ils sentent cette fierté d'appartenance de la communauté. C'est fou, vous allez me dire, mais c'est aussi simple que ça. Les gens qui croient en l'avenir de notre communauté, je me souviendrai toujours du fameux sondage Léger, où la vice-présidente du groupe Léger m'avait dit, gardez bien cette diapositive en main parce que c'est vrai que votre ville va être plus prospère. Et ça, c'est il y a 4-5 ans qu'elle m'avait dit ça. Et regardez la prospérité qu'on connaît. Elle avait raison. C'est qu'il y avait une question qui était posée aux citoyens de Lévis. Croyez-vous que dans 5 ans, votre ville va être moins prospère ou pensez-vous qu'elle va se développer, etc.? 70% des gens avaient répondu oui, notre ville va être plus prospère, alors que dans la moyenne des grandes villes, la réponse à cette question est d'environ 40%. Alors, ça vous donne une idée d'un élément fondamental. Quand les gens ont confiance en l'avenir, tout est permis. Maintenant, on est rendu à un point carrefour. Et pourquoi on est rendu à un point carrefour? Parce que oui, on a atteint ces hauts niveaux et une croissance fulgurante, vous le voyez. Alors donc, une croissance fulgurante au niveau du nombre d'habitants aussi. Mais en même temps, regardez les quelques données qui sont là. Et là, on s'aperçoit que ce 10 000 habitants-là, ben, il y en a 5 sur 10 qui viennent de l'immigration interrégionale, 2,5 de l'accroissement naturel, donc c'est pas très fort, et 2,5 de la migration internationale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans quelques années, on est passé de 4 500 immigrants à 7 500 environ. Alors donc, c'est assez phénoménal. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'on est maintenant une ville qui attire du monde. Mais qui attire du monde parce que Lévis crée son propre développement maintenant. Alors donc, et ça, c'est extrêmement important. Alors donc, et on est au premier rang pour la croissance de la population dans les 10 grandes villes au Québec en 2020-2023. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur du développement de notre ville. Juste en 2022, pour vous donner cet exemple-là, on a émis 3 000 permis de construction d'unités d'habitation. Et les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels vont agir bientôt comme des leviers de développement pour la ville, puisqu'on est passé, tenez-vous bien,
De 2021 à 2022, 4 600 à 5 000 entreprises. Et vous voyez, on a connu la COVID, on a connu toutes sortes d'éléments, mais dès qu'on ouvre une rue industrielle, le développement est là, à nos portes. Donc, on a maintenant 75 000 emplois. Alors, ça vous donne une idée qu'au niveau de la construction, c'est incroyable. Et cette année, même malgré la période difficile que connaît la construction, parce que 3 000 unités, ça, c'est exceptionnel. Disons qu'on roulait à 1 500 unités par année habituellement, 1 500, 2 000 unités. Et là, on s'enligne vers pas loin du 2 000 encore cette année. Donc, on pourrait l'atteindre. Mais en tout cas, on va atteindre certainement 1 500, pas loin de 2 000, ce qui est phénoménal dans les circonstances si on pouvait atteindre 1 500. Mais d'après ce que j'ai vérifié à la direction de l'urbanisme, on va être pas loin de ça. Ce qui signifie que maintenant, on est un pôle d'attractivité exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle, compte tenu aussi des orientations gouvernementales, au fond, Nathalie va vous expliquer là, pourquoi on organise cette démarche de vision-là, mais je veux juste ajouter quelques ingrédients qui sont importants. Les premiers ingrédients, c'est que c'est sûr que dans les grandes orientations gouvernementales, le gouvernement n'aura pas tendance à permettre d'empiètement dans les territoires agricoles. Déjà, ils ont donné à la communauté métropolitaine cette orientation-là. On n'acceptera pas d'empiètement dans le territoire agricole. Mais nous, c'est une règle qu'on suit de toute façon depuis maintenant 2013, depuis que je suis là. Il n'y en a pas d'empiètement dans le territoire agricole, sauf des exceptions. Des fois, il y a des petits lieux de villégiature où là, on peut aller tester avec la Commission de protection du territoire agricole. C'est son approche. Mais en même temps, on respecte toujours la décision de la Commission. Donc, mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais dans l'ensemble, on respecte ça. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie ce que vous avez vu. C'est que si on veut continuer à croître, il faut densifier. C'est la seule façon d'y arriver au niveau de nos périmètres urbains. C'est ce qu'on fait. Maintenant, compte tenu du fait maintenant que la ville se densifie, et pourquoi on fait cette vision 2040, bien, je vous donne des exemples. Comment on développe nos boulevards urbains par rapport à notre densification? Comment on développe aussi le volet qualité de vie et quel ajustement on doit y apporter? Au cours des années, depuis la mise en place de notre stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel, on s'est donné des politiques exceptionnelles qui sont maintenant des modèles à la grandeur du Québec. Notre politique de développement social et communautaire est copiée, est un modèle qui est présenté. Nos gens sont invités à maintes reprises pour présenter ce modèle de politique de développement social et communautaire, où on a vraiment mis entre les mains du milieu communautaire la prise de décision. C'est maintenant le milieu communautaire qui prend les grandes décisions touchant les projets reliés au développement communautaire avec la Commission consultative de développement social et communautaire. On a fait la même chose récemment avec la magnifique politique sur l'environnement dont on s'est doté, notre PGMR, notre plan de gestion des matières résiduelles aussi, donc notre politique culturelle. Donc, toutes ces politiques-là, révision du schéma d'aménagement récemment, où on prévoit même la protection des paysages, où on prévoit la protection de boisés d'intérêt, etc. Alors donc là, on est à un point carrefour. Comment on va amorcer donc ce développement-là? Et là, on est rendu à l'étape où il faut évoluer aussi en même temps que la population évolue dans sa pensée, dans sa façon maintenant de voir les choses. Alors, comment on voit ce développement-là, qui est un atout, hein, parce que notre atout, là, c'est que la croissance est là. Le dynamisme de la communauté, il est là. L'organisation municipale, à mon avis, est l'une des plus dynamiques dans les 10 grandes villes. En tout cas, moi, je peux vous le dire, j'en ai fait la tournée avec M. Lafaux et on a été impressionnés. Alors, on a des enjeux là aussi. Entretien de nos actifs, qu'on a négligé dans les dernières années, etc. Alors, on va avoir cette série d'enjeux-là à l'interne, entre nous aussi, au niveau de notre organisation municipale, et on va avoir l'enjeu vision grande ville à l'externe. C'est la raison pour laquelle on va multiplier les rencontres avec tous les groupes du milieu. Par exemple, tous les promoteurs de notre ville vont être rencontrés. On va les réunir au centre des congrès et on va commencer à leur donner nos balises. Comment on voit notre ville et quelles vont être les conditions pour faire du développement à la ville de Lévis. Par exemple, en 2014, qu'est-ce qu'on avait dit aux gens qui faisaient du développement? Je vous donne cet exemple-là, puis vous montrer qu'il va falloir actualiser ces balises-là. On avait dit, achalez-nous plus en dehors du territoire agricole, on n'analyse même plus les projets. Ah ouais, les gens qui sont propriétaires, ils ont dit, ben bon Dieu, c'est effrayant. Non, c'est pas effrayant.
C'est pas effrayant parce qu'on avait fait des calculs et on s'était aperçu qu'à l'époque, en 2014-2015, c'était la première fois qu'on faisait ce portrait-là, on avait une capacité de construction pour 22 500 unités d'habitation à l'intérieur de notre périmètre urbain. Pourquoi on irait en zone agricole? La Ville n'a aucun intérêt à faire ça. Alors, voyez-vous le type de vision qu'on s'était donné qui a porté fruit. Alors maintenant, comment on actualise cette vision-là et comment on y intègre les politiques récentes qu'on s'est données? Environnement, développement social et communautaire, plan de gestion des matières résiduelles. Alors, tous ces ingrédients-là doivent être maintenant intégrés dans cette vision globale-là qui va nous propulser encore plus loin et qui va nous mettre au diapason de ce que doivent être les villes d'avenir. Alors, donc, moi, je vois l'avenir d'un très bon œil et je vous le dis franchement, honnêtement, on peut être fier de ce qui a été accompli, de ce qui a été accompli aussi par les gens qui nous ont précédés. Hein? Je veux dire, tout ça est une belle évolution de notre communauté. Et au fond, je pense aussi qu'on réussit un élément qui m'apparaît essentiel, c'est, je dirais, la bonne complicité des membres du conseil municipal, quelles que soient les allégeances, c'est qu'on sent cette volonté commune de réussir notre ville, de réussir à faire en sorte qu'elle soit encore meilleure. Alors pour moi, ça c'est garant de l'avenir et on convie donc la population à participer à cette magnifique vision. En plus qu'on a une nouvelle direction générale vraiment aguerrie. On a aussi un personnel qui est prêt à relever les nouveaux défis. Et oui, il faudra aussi au niveau de nos ressources humaines apporter des ajustements. Je vous le dis, là, par rapport à la moyenne des 10 grandes villes, on est nettement sous-staffé. C'est clair. Alors donc, ça, c'est des ingrédients sur lesquels on va travailler aussi au cours des prochaines années. On va se donner des plans d'effectifs. On veut se donner un budget qui va se projeter sur 5 ans. Même chose pour les immobilisations. On en a parlé lundi à l'Assemblée publique. Il y a des membres du Conseil qui sont intervenus. Tout le monde est d'accord. Alors donc, on va s'enligner vers cette magnifique vision qui va toucher les aspects dont va vous parler, bien sûr, Nathalie. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Je pense que j'ai assez parlé dans l'introduction. Alors, merci donc d'assurer l'intérim de la direction générale. Merci. On vous écoute sur l'organisation de cette magnifique démarche de Vision 2040 qui est porteuse d'avenir. Et je pense que la communauté lévisienne pourrait être fière de pouvoir participer à l'élaboration de cette vision. Merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, écoutez, c'est vraiment une belle aventure là, qu'on a déjà débutée, mais qu'on va lancer là, avec l'ensemble des citoyens de la belle ville de Lévis. Alors, Vision 2040, dans le fond, c'est une démarche qu'on entreprend qui va nous permettre de faire un diagnostic. Monsieur le maire l'a dit, on a fait beaucoup dans les dernières années. On va pouvoir tabler sur ce qui existe déjà, ce qui va bien, mais on veut aussi se projeter, se moderniser pour l'avenir. Donc, on va poser un diagnostic et on veut également consulter les citoyens et les différents partenaires de la Ville de Lévis. Et au terme de cette démarche, donc au terme de l'automne 2023, nous aurons établi ensemble une vision pour les années à venir. La consultation qu'on lance aujourd'hui, donc, c'est vraiment basé sur la thématique « Participer au Lévis de demain ». C'est une consultation qu'on veut mener autour de 5 grands thèmes. On a fait ce choix-là. Donc, un des thèmes, c'est la mobilité. C'est une thématique très d'actualité, il faut se le dire. Là. Donc, ça concerne notamment les déplacements actifs collectifs, l'aménagement de nos routes, la sécurité routière. Hein. On a lancé d'ailleurs une consultation, Monsieur le maire, là, tout récemment là-dessus. Deuxième thématique fort importante, c'est le développement économique de la Ville de Lévis. Donc, le tourisme, la promotion de la ville, l'aide au partenariat, notamment le soutien en économie sociale. La troisième thématique, le développement social, les loisirs et la culture. Donc, c'est une vaste thématique. Alors, du côté du volet, on va dire plus social, on pense notamment au logement social et abordable, à l'intégration également des nouveaux immigrants. Du côté des loisirs, on peut réfléchir à comment on veut organiser l'offre des loisirs pour les citoyens et les citoyennes de Lévis. Les activités sportives et de loisirs, les aménagements de parcs, nos installations également, Monsieur le maire, là, vous en avez parlé aussi tout à l'heure.
Puis le volet culture, très important. Donc, quelle sera l'offre culturelle de demain à la Ville de Lévis? Comment on organise l'offre de services de nos bibliothèques, les salles d'exposition, etc. Quatrième thématique, l'aménagement du territoire et le cadre bâti. Donc, on pense bien sûr aux projets immobiliers de la Ville, les projets à venir, ceux qui sont déjà en cours de réalisation, la mixité des usages, l'offre des logements également. Et une thématique, là, la cinquième qu'on a retenue, c'est l'environnement. Donc, dans l'environnement, on pense à beaucoup de choses, vous le savez. On pense à la biodiversité, au milieu naturel, à l'adaptation au changement climatique. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé notamment cet été au Québec, mais partout sur la planète. Donc, la gestion de l'eau, la collecte là, des matières résiduelles, etc. Donc, c'est 5 belles et grandes thématiques sur lesquelles on veut vous entendre. Maintenant, de quelle façon on va mener cette consultation-là? Donc, évidemment, la consultation, ça concerne l'équipe à l'interne, donc l'équipe de l'administration de la Ville de Lévis, mais également, on fait une consultation à l'externe. Alors, pour l'interne, on a déjà amorcé une étape de cette consultation-là en juin dernier. Il y a plus de 350 employés qui ont répondu à un sondage en ligne et également, là, 70 employés ont participé à des groupes de discussion. Une étape à venir à l'interne, ce sera un atelier de réflexion avec l'ensemble des directeurs là, que je salue ce matin. Je vous remercie de votre présence, c'est très apprécié, directeurs et directrices. Donc, on va pouvoir échanger là, sur notamment quelles sont nos forces, nos faiblesses, qu'est-ce qu'on voit comme opportunité pour Ville de Lévis de demain. Ensuite, il y aura bien évidemment une consultation, un atelier de réflexion là, avec les élus, l'ensemble des élus, puis aussi une réflexion là, avec M. le maire, là, spécifiquement, là, sur sa vision, comment il voit ça, avec sa vaste expérience, là, tout ce que la Ville a connu au cours des dernières années. Et on lance, bien sûr, là, la consultation auprès des citoyens et des organisations et partenaires. Donc, pour les citoyens, à compter de ce jour, il va y avoir un sondage là, qui va être disponible sur le site Web de la Ville de Lévis. On invite toute la population à y répondre. C'est important. On construit le Lévis de demain. C'est un sondage qui prendra environ une dizaine de minutes à compléter. Donc, vous allez pouvoir vous prononcer sur les 5 thématiques dont je viens de vous parler. Mais vous pourrez aussi là, formuler d'autres commentaires si vous avez d'autres bonnes idées à porter à notre attention. On veut également aller vers les jeunes. Hein. Les jeunes, c'est notre relève. Il faut penser à nos jeunes. Donc, l'équipe a réfléchi à plusieurs façons pour aller prendre leurs commentaires, comment ils voient les choses dans cette démarche-là pour le Lévis de demain. Donc, il y a des équipes qui vont se rendre directement là, sur le campus de l'UQAR, mais également au Cégep de Lévis au cours du mois de septembre pour aller sonder les jeunes dans une formule un peu plus, on va dire, sondage éclair, là, parce qu'on sait que nos jeunes, des fois, prendre 10 minutes, ça peut peut-être être un peu long pour eux, mais néanmoins, on veut les entendre, c'est très important. Puis, on va également le travailler autour de leur plateforme numérique à eux, donc on pense à notamment TikTok, YouTube et d'autres plateformes que nos jeunes aiment bien fréquenter au quotidien. Maintenant, il y a un autre pan de la consultation super importante, donc c'est organisations et partenaires. Nous avons contacté jusqu'à maintenant 1000 organisations de la Ville, donc des partenaires environnementaux, mais également du domaine communautaire, économique, du milieu des affaires. Jusqu'à maintenant, 150 de nos partenaires nous ont répondu favorablement. Donc, on va les convier là, au cours du mois de septembre et cet automne à des groupes de discussion et également là, pour certains d'entre eux, là, on pourra même aller jusqu'à une entrevue le plus spécifique pour aller prendre leurs bonnes idées pour construire cette vision là, de l'avenir. Alors, la consultation citoyenne, je réitère que c'est lancé dès ce jour. Sondage en ligne ouvert à tous. On va se présenter sur le campus de l'UQAR Cégep de Lévis, aller chercher le pouls également de nos jeunes. Et on lance la consultation auprès des organisations et des partenaires environnementaux, communautaires, économiques et du milieu des affaires en mode groupe de discussion et entrevue. Prochaines étapes. Donc, cet automne, on consulte, on fait notre diagnostic, je l'ai dit, à l'interne et à l'externe. Donc, au terme de notre démarche, au terme de l'automne 2023, nous aurons un rapport des consultations. Et cela va nous permettre, avec toute l'équipe là, des élus aussi, de partager sur la vision 2040. Quelle sera cette vision-là? À l'hiver prochain,
La vision pourra être présentée là, par M. le maire, par l'administration de la ville. Et découlant de cette vision-là, donc, on veut pouvoir rendre public aussi une planification stratégique, donc une première planification stratégique. Hein, on comprend qu'une vision 2040, là, c'est plusieurs, c'est certainement 3 cycles de 5 ans et même un peu plus. Donc, une première là, présentation, là, premier plan stratégique là, pour l'été 2024. Alors voilà, merci de votre attention. Je pourrais peut-être ajouter un petit quelque chose. Oui, Juste pour ajouter, à tout cela en toile de fond. Alors, les 5 thèmes qu'on aborde, mobilité, développement économique, développement social, loisirs et culture, aménagement du territoire et environnement. Donc, une fois qu'on va être allé chercher les idées des gens, on va mettre ça aussi dans le tamis de toute la fiscalité municipale. Et on n'a pas mis ce thème-là parce que c'est très complexe. Quand on aborde ça, on est mieux que les gens nous donnent comment moi je vois ma ville dans l'avenir sans parler de fiscalité pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on va avoir vraiment, tu sais, au fond, une vision, c'est quoi? C'est un peu un rêve de comment on voit notre ville. Alors, on ne veut pas que les gens détruisent leurs rêves, tu sais, parce qu'on leur dit, ben non, on ne peut pas faire ça, etc. Alors, on va y aller avec la vision. Et après, on va intégrer ça dans le cadre d'un plan de fiscalité. Donc, la présidente du comité de finances, Mme Demers, y travaille déjà pour développer donc cette vision-là et voir au niveau de la fiscalité comment on peut intégrer ce rêve et cette vision. Et on va revenir devant les citoyens pour leur dire, ben voilà, on a pris vos rêves, on a regardé tout ça, et voilà le plan fiscal, finalement, qu'on vous propose. Il va y avoir deux éléments majeurs. On va projeter notre budget sur au moins 5 ans, minimalement, et on va projeter nos immobilisations aussi. Donc, on va pouvoir dire aux gens, ben voilà comment on pourrait réaliser vos rêves ou votre vision, comment on pourrait la réaliser. Ça va être fondamental. Et l'autre point, on va accompagner le tout d'un plan d'effectifs. La direction des ressources humaines y travaille très fortement actuellement, du capital humain, c'est-à-dire, excusez-moi. Et donc, il travaille très fortement actuellement avec l'ensemble des directions. Et là, on va se donner un plan d'effectifs également pour pouvoir suivre le rythme du volet qualité de vie qu'on va développer. Parce qu'actuellement, malheureusement, on n'a pas toujours les effectifs pour développer le volet qualité de vie. Alors, l'autre élément qui est fondamental, c'est qu'on va avoir des atouts qui vont être considérables. Parce que, par exemple, s'il fallait qu'on connaisse un creux au niveau résidentiel, ce qui n'est pas impossible, hein, on le voit partout au Québec, la tendance, parce que le loyer est devenu beaucoup élevé et les promoteurs commencent à être frileux sur la construction. Mais quand même, on va rouler avec pas mal d'unités. Mais sachez une chose, ça, on l'a déjà projeté dans l'avenir, le développement industriel, notamment avec la construction navale et l'intelligence artificielle. Vous savez que Microsoft va bientôt annoncer son implantation officielle à Lévis. Ça va être immense. Et donc, on a déjà Q-Scale, 1 milliard de dollars pour l'intelligence artificielle, 13 milliards de contrats à la Lévis. Donc, ce qui veut donc dire qu'au niveau industriel, on prévoit minimalement d'ici quelques années des revenus annuels supplémentaires qui vont osciller autour du 30 millions de dollars. Alors ça a été mesuré par notre direction du développement. Juste pour vous donner une idée, 1% sur le compte de taxes, c'est 3 millions environ, 2,5 millions, 3 millions. Alors, ça vous donne une idée des revenus qu'on va pouvoir aller chercher reliés au développement industriel. Alors, à nous maintenant de bien jouer ça dans la vision. Et c'est la raison pour laquelle ça va être important qu'on positionne bien l'augmentation de cette richesse collective-là. Il faut la positionner avec nos citoyens et être capable, voire même d'apporter des ajustements à notre programme, par exemple, qu'un canal d'immobilisation, et de modifier les choses qui devront être modifiées. Même chose au niveau de l'organisation municipale. Alors donc, ça devient drôlement intéressant pour nous, ces inputs-là, mais on ne pourra pas le faire si on n'a pas un plan fiscal d'accompagnement intéressant, solide, si on n'a pas un plan d'effectifs solide, et c'est l'engagement qu'on a pris, M. Lafaux et moi, notamment au niveau d'un plan d'effectifs, donc sur au moins une dizaine d'années. Alors, avec ça, je pense qu'on va avoir la formule gagnante et on va être sûr qu'on est toujours près des préoccupations citoyennes, comme on l'a fait dans les 10 dernières années. Pourquoi la population lévisienne nous suit depuis maintenant 10 ans? Parce qu'on s'est donné une vision claire de notre développement. Les gens savent où on s'en va. Et moi, en n'importe quel temps, je peux donner une entrevue et je me trouve jamais mal pris. Pourquoi? Parce qu'on a une vision claire des choses. On sait où on s'en va comme ville.
Et ça, c'est extrêmement important. Alors voilà, c'est pour conclure, merci beaucoup. Je pense que c'est un beau plan de match. Alors merci à toute l'organisation municipale d'être mobilisée autour de ce magnifique projet. Et moi, en tout cas, j'y crois énormément. Et puis, ben, j'ai hâte aussi d'y participer activement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Mme Campeau. Maintenant, on va passer à la période de questions concernant le sujet du jour. On va débuter avec les journalistes présents dans la salle et on va poursuivre avec les journalistes qui sont en ligne. Je suis accompagné pour ce volet de ma collègue Geneviève Bergeron pour ce volet. Non, c'est ça. On va avoir une période pour les autres sujets, en fait, avec Monsieur le maire qui va se rendre disponible. Ou on peut faire un scrum si vous le souhaitez. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde ici. Ouais. On a plein de questions pour vous. Fait que je veux savoir comment. Oh oui, on peut faire le scrum si vous voulez. OK, parfait. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Oui, on pourra faire ça. OK. Parfait. Donc, Monsieur Carmichael. Bonjour, M. Laulier. Est-ce que mon micro fonctionne? Ouais. Oui, censé, oui. Bon, vous dirigez la ville aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez être encore maire en 2040, là, mais concrètement, comment est-ce que vous voyez le Je vous informe, je le dis à nouveau, j'ai rencontré mon père encore cette semaine. Alors, il essaye de me convaincre, sérieux, là, il essaye de me convaincre d'être là pour encore 20 ans, parce que lui, il a 100 ans, il demeure encore dans sa maison. Alors, j'ai apporté quelques truites fraîches, j'étais bien content. Et puis là, il m'a dit, « Puis, te représentes-tu? » J'ai dit, « Je vais y réfléchir. » « Non, tu étais encore bon pour 20 ans. » Là. Puis il dit, « Je suis prêt à t'aider à ta campagne électorale. » Donc, pas de problème. Il dit, « Je vais même faire du porte-à-porte avec toi. » Bon, ben merci, papa. Écoute, je vais y réfléchir. Quand vous allez faire la campagne pour l'élection en 2040, dans quel défi vous pensez que vous allez évoluer? Moi, je pense qu'on va évoluer dans un Lévis où l'attractivité va avoir atteint son maximum. Et je vous prédis qu'on va bâtir ensemble un des plus beaux milieux de vie au Québec, et toujours en complémentarité et dans le respect de la capitale. Parce que, vous savez, en fin de semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller dans le Vieux-Québec, n'est-ce pas? La journée de dimanche, il faisait beau. C'était incroyable comment il y avait du monde et comment, au fond, les gens de Lévis, j'en ai rencontré beaucoup à Québec, qui sont aussi fiers de leur capitale. Alors, cette proximité-là, tu sais, quand on parle de sommet économique supra-régional, mais comment va être notre ville? Moi, je pense que ça va être une ville où les gens vont dire, hey, moi, je vais habiter là. Et ça va être des tours, ça va être des grands quartiers, Ça va être une ville qui va être densifiée. C'est ce qu'on a à déterminer lors de cette vision-là, c'est à quel rythme et à quelles conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est bien important parce qu'il faut garder la fibre de dynamisme de notre communauté. Et j'en parlais tantôt, ça veut probablement dire des boulevards urbains aménagés différemment. Ça peut vouloir dire peut-être une mise à niveau encore plus accélérée de nos équipements sportifs, communautaires et culturels. Ça va vouloir dire un appui encore plus fort au milieu communautaire, etc. Alors, ce sont tous des ingrédients là, que la vision va venir nous donner et qu'on va amener. Mais notre objectif, là, c'est de faire de Lévis une terre d'accueil, une terre où il fait bon vivre, puis une terre où il y a un équilibre entre le développement et la qualité de vie et où les gens sont heureux comme ils le sont aujourd'hui. Donc, le fait est que, comme dans toute entreprise, il faut à un moment donné qu'on ait le courage de se dire, OK, on a une bonne vision, puis ça va bien. Mais là, ça fait déjà 2013, là, ça va faire bientôt 10 ans. Y aurait-tu moyen de retourner voir la population et de voir, on est-tu correct encore? Y a-t-il des choses qu'on devrait faire différemment, etc.? Pourquoi il faut faire ça? Parce que moi, j'ai la conviction profonde que les villes qui ne s'adaptent pas, c'est des villes qui vont décroître. Il faut s'adapter rapidement. On n'a pas beaucoup de temps et il faut vraiment être au diapason des attentes de la population, tout le temps, tout le temps. Ça, pour moi, c'est un élément fondamental et c'est la raison pour laquelle on n'hésitera pas à remettre en question certains ingrédients même de nos approches actuellement, que ce soit au niveau administratif, au niveau du programme quinquennal. Si les gens nous disent, bien, tel type d'équipement, on n'en veut pas, ou on veut que vous privilégiez telle chose, bien, on va apporter les changements requis. Jusqu'à maintenant, ça a été un succès parce que quand on a consulté la population en 2013-2014,
la mise en valeur du fleuve et des affluents, les gens nous en parlaient constamment. On le fait et vous avez vu les résultats. Alors, c'est un peu ça, dans le fond. Moi, ce que je souhaite avoir, c'est au-delà du développement qu'une ville peut connaître. Je ne veux pas nécessairement être numéro 1 pour la croissance économique, mais je veux juste que les gens qui vivent dans la communauté lévisienne disent « Moi, je suis fier de rester à Lévis. » C'est ça qu'il faut continuer à soutenir. C'est ça. Quand on parle aux promoteurs qui développent à Lévis, ils nous disent que Lévis est là où d'autres villes étaient il y a 10-15 ans. On nous parle de Longueuil, on nous parle de Laval, notamment dans la région de Montréal. Il y a des promoteurs qui m'ont dit que la tête des ponts pourrait ressembler au 10-30. Il y en a qui nous ont dit que le secteur Kennedy pourrait ressembler à un nouveau Laval. Vous, est-ce que c'est votre vision? Puis est-ce que ça vous emballe comme vision? Bien, nommez-moi donc les promoteurs qui vous disent ça. Non. Alors, vous les nommerez pas parce qu'ils sont extrêmement rares. Et je pense qu'actuellement, les promoteurs qui font du développement, j'ai eu l'occasion d'aller dans le projet Humano il y a 2 semaines, à l'inauguration de 2 résidences pour personnes âgées. Et le principe des résidences personnes âgées est simple, c'est 2 bâtiments, dont des aînés entièrement autonomes, et il y a un corridor qui relie les 2 bâtiments, aînés semi-autonomes. Dans les bâtiments autonomes, les aînés payent moins cher leur loyer par mois. Bien, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il faut un milieu urbain équilibré. Si vous densifiez, c'est ça qu'on va aller chercher dans la vision, vous devez, en contrepartie, développer des artères urbaines conviviales. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur Guillaume Couture actuellement. Donc, il va falloir qu'on développe des artères conviviales, des trottoirs larges, des pistes cyclables. Il faut, alors, de la verdure aussi le long du boulevard, etc. Alors, il faut rendre ce boulevard convivial. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand on va à Paris, qu'on arrive sur les Champs-Élysées, bien, il y a des millions de personnes qui sont là. Mais vous voyez pourquoi il y a tant de gens qui visitent Paris? Parce que Paris a réussi à faire un développement urbain qui tient compte de l'ensemble de ces paramètres-là. Ils sont très densifiés, mais ils sont bien densifiés et leurs artères sont intéressants. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Oui, bien, exactement. Si on compare, oui, effectivement. Effectivement. Et moi, je vous dis une chose, les promoteurs sont très conscients de plus en plus de ce volet qualité qu'eux aussi doivent apporter donc dans leur logement, parce que moi, je constate depuis 10 ans une nette amélioration dans la qualité de construction qu'on fait maintenant. Je reste surpris de visiter des logements où je me dis « Wow, c'est fantastique! » C'est vraiment bien fait. On voit qu'il y a un design, on voit que c'est là pour la qualité de vie des gens avec toutes sortes de services, bon, etc. Alors, donc là, maintenant, l'enjeu, ça va être le logement abordable, le logement social. Ça aussi, on va en parler dans la vision. Alors, donc, comment on fait pour donner accès aux familles à plus faible revenu à du logement abordable? Oui? Merci, M. Carmichael. M. Moala? Bonjour. En 2040, pour aller au festival d'été, pensez-vous emprunter les ponts ou y aller par 3e lien? Puis si c'est par le 3e lien, est-ce que vous prenez votre voiture ou le transport en commun? Ben moi, si j'y vais par le 3e lien tel qu'il était prévu, alors donc pour le festival d'été, la meilleure solution, c'est le stationnement incitatif sur Monseigneur-Bourgette. Et là, je m'engouffre dans le tunnel et je prends ce qu'on appelle métro, appelez ça comme vous voudrez, autobus souterrain, peu importe. Et là, je sors directement dans le Vieux-Québec et le tour est joué. Alors donc, ça, c'est si je vais à Québec. Par contre, si je dis, je vais aller passer une fin de semaine dans Charlevoix, je prends mon auto, je traverse le tunnel et je n'ai pas embarrassé les gens qui traversent le pont de Québec et le pont La Porte. Donc, c'est mon bypass et je m'en vais directement dans Charlevoix ou sur la Côte-Nord ou au Saguenay. Alors donc, là, je prends ma voiture. Mais si je vais dans le centre-ville de Québec, alors là, j'ai un gros avantage à prendre le stationnement incitatif puisque je vais atteindre le centre-ville en 10 minutes maximum. Je suis sur place, je suis au cœur de l'action. Et ça va être le chaînon manquant. Alors donc, c'est la raison pour laquelle nous maintenons qu'on n'aurait pas dû abandonner la mouture du lien autoroutier, incluant le transport en commun. Mais Charlevoix, là, l'option dont vous parlez, est-ce que vous croyez qu'elle est encore possible? Parce que vous avez souvent dit qu'on va finir par y revenir. Écoutez, est-ce qu'en 2040, avec cette vision, vous pensez que c'est plausible? Je vais vous dire une chose. Je crois sérieusement qu'il faut reprendre la réflexion sur la mobilité. Sérieusement.
Parce que honnêtement, vous avez vu comment tout ça a débuté. À un moment donné, arrive une élection en 2018. M. Couillard dit faut voir grand. Puis là, il met 4 milliards sur la table pour un tramway. Pas d'études, rien. Pas d'études d'interconnexion, de voies réservées. Mais à un moment donné, un autre parti politique qui dit non, c'est le lien autoroutier qu'il faut. Parfait. Alors, au lieu de faire des choix, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un melting pot, Réseau Express de la capitale. Puis là, on a tout mis. OK, bravo, ça va bien. À un moment donné, j'imagine qu'il y a dû avoir quelqu'un aux finances qui a dû lever la main pour dire on n'a pas les moyens de se payer tout ça. À mon avis, c'est ça qui a dû arriver. Ça me semble logique. Donc, à partir de ce moment-là, il faut reprendre la réflexion. Il faut la reprendre et ça presse. Parce que les deux moyens qui sont proposés par le gouvernement ne rencontrent pas le sentiment de la population. C'est très clair. Les sondages que vous avez rendus publics cette semaine le démontrent. C'est pas ça que les gens veulent. Alors, on a un méchant problème, là. Alors, moi, je pense qu'il faut reprendre la réflexion, ça presse. Et on va essayer de forcer le jeu pour que la réflexion reprenne. Donc, ça plaide dans l'idée que vous allez continuer au-delà de 2025 pour pouvoir faire cette pression. Définitivement. Il faut répondre à la question de votre père. Là. C'est ça, je vais le consulter, là, tu sais, mais ça pourrait devenir mon organisateur en chef, peut-être, on n'en sait rien. Mais bref, tout ça pour vous dire que, au fond, je pense que la réflexion est inachevée. Et le fait est qu'il va falloir peut-être aussi qu'au niveau de la mobilité, on développe des visions comme en France. Je donne un exemple. En France, le gouvernement français a fait une réforme assez récente au niveau des communautés métropolitaines où, par exemple, une ville ne peut pas d'elle-même dire « Ah, moi, tiens, moi, faire un tramway. » Ah, ben tiens, Ganon, c'est le fun. Alors, le gouvernement français va dire « Tu veux faire ton tramway? Assis-toi avec toutes les villes environnantes et entendez-vous sur un projet global de mobilité. » C'est ça que la France exige maintenant avant de mettre un sous-noir là-dedans. Donc, il va falloir qu'on ait autre chose que quelqu'un qui lève la main et qui dise « Ah, moi, ça me prend un tramway. » Ah ouais? OK, parfait. Et là, il faut voir grand. Je comprends qu'il faut voir grand, mais à un moment donné, il faut voir aussi global. Il faut voir vision. Alors, le problème, c'est qu'on est parti tout croche, puis on est encore tout croche. Toute dernière pour moi, au Oui. sujet des terres agricoles, est-ce que, vous en avez un peu parlé au début, là, mais l'idée de les dézoner, là, est-ce que ça va revenir encore ou on n'est pas là à Lévis? À Lévis, on n'est pas là, et on n'est pas là non plus à la communauté métropolitaine actuellement. Donc, le fait est qu'au niveau de notre vision des terres agricoles, je vous donne des exemples de projets qu'on peut regarder souvent au niveau du zonage agricole. Par exemple, des gens veulent implanter un golf en terre agricole, en milieu agricole. C'est possible de le faire en passant. C'est possible sans faire du dézonage agricole, vous voyez? Alors, c'est ces projets-là qu'on regarde, où là, la CPTAQ est ouverte à le faire. Là, on a toujours un problème, c'est que, par exemple, des gens peuvent vouloir développer un centre de villégiature le long d'un cours d'eau, exemple, et nous, on va dire oui parce qu'on va aller voir ce qu'en pense la CPTAQ. Mais une fois que la CPTAQ a donné son opinion, nous, on se range derrière elle. Ça, c'est des cas d'exception. Mais de façon générale, notre règle, notre grande orientation, c'est qu'on n'empiète pas dans le territoire agricole. C'est ce qu'on a fait depuis 2013 et c'est ce qu'on continue à faire. Il peut y avoir des cas d'exception. On va vous donner des exemples. Un lot qui a mal été défini dans le cadre de la loi. Bon, ben là, la commission regarde ça en disant, ben oui, on est prêt à permettre que ce lot-là aille en zone blanche parce que, au fond, il y a eu une incongruité quand ils ont fait le découpage, etc. Mais encore là, il faut avoir la permission de la commission. Donc, nous, on est derrière la commission et on appuie la commission. Merci. Est-ce que c'est l'exemple que vous venez de donner? Est-ce que c'est Beau Rivage? Puis Oui, l'avis exactement. défavorable Exactement. qui a été donné alors que vous avez supporté ce projet-là? Non, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est jusqu'où était prêt à aller la commission. Parce que, comme je vous disais, dans la villégiature, il y a des choses qui peuvent être acceptées. À mon avis, dans le cadre de ce projet-là, probablement que ce qui cause problème, c'est l'ajout des chalets. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas capables de faire un projet de villégiature éventuellement, parce que la villégiature est permise en zone rurale, mais à des conditions. Hein? Elle est permise à certaines conditions. Par exemple, vous pouvez développer un golf. Tu sais, il y en avait un dans... Bon, mais il y a des conditions. Et il faut l'appui de la commission. Donc, nous,
On peut des fois accompagner les gens parce qu'on est dans une zone grise. Voyez-vous ce que je veux dire? On est dans une zone où on ne sait pas trop si dans la zone agricole, ça pourrait être permis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on va loin. Mais dans le cas qui nous touche, nous, premier élément, notre orientation, ce n'est pas d'empiètement en zone agricole. Deuxièmement, on a adopté la résolution de la communauté métropolitaine, dont je suis le vice-président, refusant le changement. Donc, on n'ira pas en zone agricole. Et troisièmement, nous allons respecter l'avis que nous donnera la Commission de protection du territoire agricole. Mais comme on a déjà une orientation de non-empiètement en zone agricole, bien, je vous dis tout de suite, M. Moïla, que la décision qu'on va prendre, c'est de ne pas aller de l'avant. C'est aussi clair que ça. Comprenez-vous? Mais on a des zones grises où des fois, on va pousser le dossier un peu plus loin. Mais toujours dans la perspective de dire, il faut que ça soit conforme à la volonté de la Commission de protection du territoire agricole. Vous me suivez? Et il peut y avoir des zones grises. Prochaine question. Bonjour, M. le maire. Philippe Rodrigue-Comeau, Cogeco Nouvelles. Comment vous voyez les déplacements d'est en ouest, d'ouest en est en 2040? Est-ce que ça va être plus facile qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura juste 2 axes principaux encore pour faire les déplacements alors qu'on s'attend à ce que la hausse démographique se poursuive? C'est déjà très compliqué. Je sais qu'il y a des travaux en cours. Vous parlez de voies réservées aussi, mais en 2040, est-ce qu'il y a des solutions pour que les gens se déplacent plus facilement alors que ça va être encore plus densifié? On y travaille présentement, c'est-à-dire qu'en fonction de chacun des développements, il faut le regarder. On a 2 grands artères, vous avez raison, qui est Guillaume-Couture et la 116. Pour la 116, route des Rivières, le gouvernement s'est inscrit maintenant à la programmation. La seule question, il s'agit de savoir, est-ce que les travaux vont commencer en 2017 ou 2018, au fond? 27, excusez-moi. C'est moi qui est en... Bon, ben c'est ça. Le temps passe vite, hein, en politique. Alors, 2027-2028. Alors, la seule question est là. Qu'est-ce que va avoir l'air ce boulevard-là? Bien, c'est simple. 4 voies automobiles, 2 voies de chaque côté. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais nous autres, on dit qu'ils sont dans le champ parce que ça serait une catastrophe. On le voit sur Guillaume-Couture, là. Il y a 1 voie de chaque côté. C'est le chaos total. Donc, comme ce sont nos seules artères, puis c'est nos colonnes vertébrales, on n'a pas le choix, il faut maintenir le 4 voies automobiles. Alors, on va avoir 2 voies automobiles de chaque côté, ce qu'il n'y a pas actuellement sur la 116 en passant. Alors, on va avoir ça. 2 voies réservées pour les autobus et on va avoir également, les trottoirs élargis et les pistes cyclables plus sécurisées. Quand on va arriver au pont de Québec, bien sûr, là, on a la traversée du pont de Québec. De l'autre côté, on a l'interconnexion avec le tramway. Alors donc, et là, au niveau de cette interconnexion-là, qu'est-ce qui est prévu? Rue des Hôtels va être faite au complet avec une voie réservée pour le transport en commun à Lévis. Et en même temps, on passe sous le boulevard Laurier et on va avoir accès à 8 quais d'embarquement et de débarquement. Ça, c'est le plan retenu, et par la Ville de Québec, et par le gouvernement, et par la Ville de Lévis. Alors donc, ça va permettre une grande amélioration. On prépare la nouvelle mouture de nos demandes gouvernementales. Bon, Guillaume-Couture, prenons l'exemple de Guillaume-Couture. Actuellement, les travaux qu'on fait, c'est là où nos autobus sont pognés dans le trafic. Alors, on va aller chercher la fluidité nécessaire. Actuellement, ce que le ministère des Transports nous dit, c'est que, et nos études nous disent, c'est qu'on n'a pas à élargir les autres tronçons de Guillaume-Couture parce que quand l'autobus revient sur ces artères-là, elle reprend de la fluidité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on justifie donc cette fluidité-là. Le seul petit bout peut-être qui serait justifié à très court terme, c'est entre Kennedy et Charles-Rodrigue, où là, on pourrait probablement le faire à très court terme. Ça va être probablement la prochaine phase. Notre autre point, c'est que d'ici le mois d'octobre-novembre, on va faire connaître nos demandes au ministère des Transports pour la fluidité parce qu'on est en train de repositionner ça. Je vous donne des exemples concrets. Il est clair qu'il va falloir poursuivre le prolongement de Saint-Omer jusqu'à l'autoroute 20. Alors là, à partir de là, qu'est-ce que ça peut aider si on prolonge aussi Wilfrid Dallaire vers Saint-Omer? Alors là, à ce moment-là, tous les gens qui restent dans le secteur humano n'auront plus à venir sur le boulevard Alphonse Desjardins. Ils vont bifurquer directement vers l'est. Ils vont aller chercher Saint-Omer. Ils vont prendre Wilfrid-Carrier et la 20, qui est maintenant accessible à 3 voies, qui va être accessible à 3 voies. Ne l'oubliez pas, dans le projet du gouvernement, il y a l'élargissement de la 20 vers l'est cette année. Et l'an prochain, ils vont entreprendre l'élargissement de la 20 vers l'ouest jusqu'au pont. Dernier point dans l'ouest, c'est certain que dans nos projets qu'on va demander au gouvernement, on va demander aussi la transformation du boulevard Marie-Victorin en boulevard urbain. C'est clair que ça va être fait.
Ça va être dans nos demandes formelles. Et on va commencer à travailler avec Mme Biron. D'ailleurs, on y travaille déjà à sécuriser certains tronçons là, au niveau des trottoirs. Puis tout ça, on va sécuriser certains tronçons entre-temps, mais ça fait partie de nos priorités. Alors, si vous nous demandez comment on se projette dans l'avenir, alors on est en train de peaufiner notre plan de fluidité, là. Et donc, c'est les ingrédients qu'on va faire. Guillaume Couture va peut-être devenir le modèle des futurs boulevards urbains qu'on va développer. Kennedy devrait subir cette cure-là aussi, éventuellement, parce que si on densifie, il va falloir qu'on donne à Kennedy des lettres de noblesse plus intéressantes. Donc, tu sais, un boulevard urbain plus convivial. Je donnais l'exemple de Paris, mais c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qui fait que Paris est intéressant? C'est qu'ils ont créé des artères urbaines intéressantes, tu sais. Alors donc, voilà, c'est ce qu'on veut faire nous aussi. Alors, c'est un peu ça au niveau de la fluidité. Je donne ces exemples-là, au même titre que on a fait, par exemple, beaucoup de travaux. Bien là, l'élargissement de l'autoroute 20, ça faisait partie de nos demandes. Et là, Mme Biron a travaillé très fort. On a eu une belle réunion avec le ministère des Transports et c'est maintenant confirmé, là. Elle a vraiment mis le pied dans l'étrier, puis là, on ne peut plus l'enlever de la programmation, là. La transformation de la 116 en boulevard urbain, c'est maintenant une réalité. Je m'excuse, je ne voulais pas voler le scoop à Mme Biron, mais en tout cas, on aura l'occasion d'en parler. Vous avez aussi abordé, vous avez dit que la ville de Lévis était sous-staffée, donc avait moins de ressources que les autres, parmi les autres 10 grandes villes du Québec. Est-ce que ça vous limite dans les projets actuels, puis vous réalisez qu'il faut plus de monde pour aller plus vite? Non, parce que ce qu'on s'est aperçu, je vais vous le dire bien franchement, c'est ça qui est extraordinaire. M. Lafaux et moi, quand on a fait la tournée, c'est qu'on a un personnel qui est vraiment passionné, dédié. Je vous le dis, là, tel que je le pense. Et ça nous aide énormément. Mais là, on est rendu à un point carrefour où, à la lumière, ou en fonction des nouveaux revenus, surtout industriels, qu'on va obtenir, là, parce que c'est vraiment dans l'industriel qu'on peut obtenir de grands gains, bien là, on s'est entendu pour dire, on va se doter d'un plan d'effectifs. On n'a pas de plan d'effectifs où on se projette dans l'avenir pour dire, bien là, dans 5 ans, si on ajoute tel équipement, tel équipement, tel équipement, ça prend combien de personnel, etc. On n'est pas habitué à ça encore. Alors là, il va falloir qu'on le fasse dans un plan spécifique d'effectifs. Et c'est là qu'à un moment donné, ça va nous permettre de dire, oups, là maintenant, on a des nouveaux revenus. Il ne faut pas oublier notre plan d'effectifs, là. On a du rattrapage à faire, alors on va le faire progressivement. Voyez-vous, alors au lieu de dire, hey, on n'engagera pas 200 employés d'un coup, mais on va se donner un plan sur quelques années, où on va dire, cette année, les ressources humaines, on va regarder ça avec tout le monde, en fonction de notre programme quinquennal, les entretiens qu'on a à faire, etc. Faudrait, je vous donne un exemple fictif, augmenter les effectifs des parcs de 8 personnes, mettons. Alors là, on va dire, OK, parfait, on en engage 3 cette année, 2 l'année prochaine. Ça va être dans le plan d'effectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et ça va nous permettre, à un moment donné, de garder notre ville au diapason au niveau de la qualité des services qu'on veut offrir. Je donne juste l'exemple des plans d'effectifs, là. C'est qu'on va avoir... c'est que cette vision-là va être mise dans le collimateur de 2 ingrédients, la fiscalité et donc le plan d'effectifs. Vous parlez beaucoup de Paris plus que de Laval. Ce serait quoi votre tour Eiffel à Lévis? Ah ben nous, ouais, ça c'est un peu. Ben moi, je pense que on n'a pas besoin de tour Eiffel à Lévis parce qu'on a déjà la plus belle vue. Si vous allez, par exemple, au golfe de Lévis, et que vous êtes, je me souviens plus le numéro du trou, là, vous avez une vue 360 degrés, et c'est pas pour rien que les phares britanniques ont été construits à Lévis, parce que c'était là que les promontoires étaient le plus intéressants. Donc, on est déjà sur un promontoire, donc, et on bénéficie de cette vaste... Mais je pense que notre tour Eiffel, actuellement, c'est le quai Paquette, je dirais, mais on va continuer à développer... donc, le long du fleuve, je vous invite à suivre de près les travaux qui sont faits à Lance Benson, là, actuellement, dans le secteur de Saint-Romuald, dans le quartier Brigitte Duchesneau. Et vous allez voir, ça va être assez fantastique ce qui va se développer là. Moi, un de mes rêves que je souhaite réaliser, que je souhaite mettre sur les rails avant la fin du mandat, c'est de faire, donc, avec la rivière Chaudière, ce qui a été fait à la rivière Etchemin. Donc, poursuivre notre idée d'avoir un parc linéaire le plus près possible de la rivière qui puisse nous mener aux chutes de la Chaudière et pourquoi pas un passage sous l'Avin, comme on a fait pour le parc de la rivière Etchemin. Et là, ça serait fantastique parce qu'on aurait nos cours d'eau deviendraient des liens unificateurs de la ville. Imaginez-vous. Alors, peu importe où vous êtes, Bréquéville, Saint-Romuald, Charny, etc., vous utilisez les cours d'eau
Vous vous déplacez avec vos vélos électriques, vos moyens de transport, etc., et vous pouvez avoir accès à toute la ville. Alors, on revient aux sources. Donc, les cours d'eau ont amené les habitations, et maintenant, on dit aux gens, on va vous redonner ces cours d'eau-là, et vous allez pouvoir à nouveau les utiliser pour vous déplacer et faire des rencontres agréables avec les gens, avec des lieux de rassemblement comme le Quai Paquette, Lance Benson, etc., tout le long du parcours, et ça va devenir intéressant. Alors, il y a un petit rêve inachevé là-dessus, mais sur les chutes de la Chaudière, il fallait commencer d'abord par le pavillon qui tombe en ruine, et on va investir, je pense que les travaux devraient commencer cette année, j'imagine, ou en tout cas l'an prochain. On investit 4 millions dans la première phase pour refaire toute la structure d'accueil du parc des Chutes de la Chaudière. Entre-temps, il y a des gens qui travaillent sur le tracé qui va longer la rivière Chaudière. Ça va être aussi très, très fantastique pour les gens. Notre autre rêve, enfin, c'est, vous savez, il en a été question dans les médias. Moi, je suis convaincu que ça serait exceptionnel. Je sais que le groupe AML, il travaille fort aussi. Le gouvernement a une oreille attentive. Les villes, on est prêt à le faire. C'est cette navette bleue dont on parle, qui relierait Lévis, Québec, l'île d'Orléans, la côte de Beaupré. Essayez de vous imaginer, là. Vous êtes à Lévis avec vos 2 enfants. Vous dites, tiens, on va aller faire un pèlerinage à Sainte-Anne, mais en vélo, là, on s'en va en vélo. Et puis, à un moment donné, ça ne nous tente pas de revenir en vélo. Les enfants sont tannants, puis ils ont déjà fait 15-20 km, ils sont plus capables. Alors, on prend une petite navette et on revient par l'eau. Et là, on arrête à Québec, on arrête à Lévis, etc. Ça, c'est des magnifiques projets. Et ça, c'est des projets d'avenir pour nos populations. Tu sais, les fins de semaine, c'est extraordinaire ce qu'on va pouvoir faire si on avait ça. Alors donc, ça en est des rêves, des projets qui font partie de visions et qu'on doit capter, nous. C'est pour ça que dans les 5 thèmes, on ne parle pas de fiscalité parce qu'on veut capter les rêves des gens. Vous voyez ce que je veux dire? On veut aller chercher leurs rêves, leurs visions. Et là, après, on va la passer dans le tamis de la fiscalité et donc des plans d'effectifs. Parce que maintenant, on ne veut plus développer d'équipements si on n'a pas les effectifs requis. Ça aussi, ça fait partie des orientations qu'on s'est données. Et M. Lafaux, qui ne peut être ici aujourd'hui, bien sûr, mais M. Lafaux tient énormément à ça aussi. La direction générale et toutes les directions, puis le personnel qu'on a consulté, ils vont nous suivre là-dedans, mais il faut faire un beau plan d'effectifs évolutif, donc bien fait, bien ficelé, qui va nous permettre de dire dans 4 ans, c'est le fun. Et je vous donne un dernier exemple de nouveaux équipements. Je pense que l'hiver, les patinoires réfrigérées avec des toitures, là, vous l'avez vu, le succès de Stoneham, ils ont même été obligés de dire, on va interdire les gens de Québec d'y venir, c'est trop populaire. Alors, vous voyez, c'est incroyable. Alors, ça, il va falloir... Alors, ce qu'on dit à la population, je donne des exemples, là. Ce qu'on dit à la population, soyez audacieux dans vos rêves. Donnez-nous des idées. Puis nous, on va essayer de voir comment on peut, faire atterrir tout ça avec un équilibre qui fait que aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut aller chercher des revenus. C'est sûr que si on veut développer des équipements, il faut aller chercher du revenu. Et nous, notre développement industriel, surtout avec la construction navale, écoutez, juste au niveau de la DV, les gens de la DV, c'est déjà commencé, on voit les travaux, là. Écoutez, c'est 800 millions qui investissent pour la modernisation du site, là. Alors, essayez de vous imaginer par la suite, avec 13 milliards de contrats, le bouillonnement économique que ça va amener chez nous, avec des salaires qui vont osciller autour de 89 000 $ par année pour un travailleur moyen. C'est fantastique, là. Alors donc, c'est ça là, qu'il va falloir développer à la ville et notre direction du capital humain travaille avec toute l'équipe, avec toute la direction. Alors, on a bien hâte de mettre ça de l'avant. Et la direction des finances, bien sûr, le comité de finances qui veille au grain pour... Parce qu'en même temps, tu sais, aussi, il faut garder l'équilibre budgétaire, fiscalité, taxation, etc. Merci. On va aller maintenant en ligne avec nos collègues, nos représentants des médias en ligne. Oui, on a une question de Mme Dany Côté de TVA. Allez-y, Mme Côté. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bonjour. Monsieur le maire, donc, je vois dans ce message ce matin beaucoup de planification, de projeter dans l'avenir. Pour Guillaume Couture, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, c'est quand même assez problématique, les travaux avec l'autoroute 20, justement. Est-ce que vous avez suffisamment planifié pour ce secteur-là? S'il y a un artère où il y a eu de la planification, c'est bien celle-là. Alors, je
Je vois notre directeur de la mobilité là, dans la salle à un moment donné. Là. Alors, écoutez, jamais un projet n'aura fait l'objet d'une attention aussi particulière. Écoutez, des rencontres individuelles avec les commerçants, les institutions en amont des chantiers. Il y a eu 2 séances d'information le 31 mai, le 19 juin, des comités de suivi du chantier, des personnes clairement identifiées pour répondre aux questions. On prend les suggestions de tout le monde aussi pour pouvoir améliorer la situation. Des affichages, de la publicité, des publicités numériques et radio, l'infolette Info Guillaume aux 2 semaines, les cartes des chemins de détour, les itinéraires pour chaque secteur, les itinéraires spécifiques à certains bâtiments et commerces. Mais en bout de piste, il ne faut jamais oublier une chose, là. C'est que l'objectif, c'est d'améliorer la fluidité de la circulation. Alors, il ne faut pas oublier que là, actuellement, sur Guillaume Couture, comment ça fonctionnait? Ça fonctionne de la façon suivante. Vous êtes en auto, sur la voie de droite, vous êtes derrière un autobus. L'autobus arrête, vous arrêtez. L'autobus repart, vous repartez. Là, il n'y aura plus ça, là. Il va y avoir les 2 voies automobiles, les 2 mêmes voies automobiles, mais vous continuez votre chemin. Puis l'autobus aussi va continuer son chemin. C'est ça l'avantage d'aller chercher cette fluidité de la circulation. Et en même temps, on va avoir un boulevard urbain beaucoup plus convivial pour les déplacements. Et n'oubliez pas que tout ça arrive avec un projet majeur qu'on travaille d'ailleurs avec la Ville de Québec parce qu'eux aussi, de leur côté, travaillent là-dessus. C'est d'avoir une piste multifonctionnelle qui va partir du cégep Lévis-Lauzon et qui va aller jusqu'à la tête des ponts, donc entièrement dédiée pour la mobilité, donc des transports alternatifs, trottinettes, vélos électriques, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça va être fantastique. Donc c'est sûr que les travaux causent certains désagréments, mais au fond, voyez les panneaux qu'on met, par exemple, Guillaume toujours accueillant, commerce accessible en tout temps. Donc actuellement, il n'y a pas un commerce dont l'entrée est bloquée, là. Alors, il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps, c'est notre seul boulevard Est-Ouest, donc c'est sûr que ça amène certaines problématiques. Mais au fond, le contact est quotidien avec l'ensemble des commerçants, des institutions. On pourrait même, si vous le voulez, je peux même vous faire parvenir le PowerPoint qui a été déposé en comité plénier. Si vous êtes intéressé, Alexandre va vous le faire parvenir, mon directeur de cabinet va vous le faire parvenir immédiatement. On a fait le point avec le conseil municipal lundi. Alors, on va vous envoyer le PowerPoint. Est-ce que ça vous intéresse de l'avoir sur les gestes qu'on pose? Ben oui, pourquoi pas. Mais sinon, c'est un modèle pour l'avenir quand même, Guillaume Couture, comme vous l'avez dit. C'est ce qu'on veut développer et ça va être... on n'aura pas le choix parce que si, sur un boulevard comme Guillaume Couture, vous densifiez, bien, vous, à partir du moment, par exemple, où vous habitez un logement et que vous voulez vous déplacer en vélo, bien, ça prend une piste cyclable. Sinon, vous êtes incapable d'aller sur un boulevard aussi achalandé que Guillaume Couture, sinon le risque est très élevé. Alors donc, c'est la raison pour laquelle on est à l'aube de ces nouveaux boulevards-là qu'on veut développer. Et c'est pour ça que Vision 2040, on va aller tester aussi ces éléments-là. On veut dire aux gens comment vous voyez vos boulevards comme Kennedy, Guillaume Couture, la 116, est-ce qu'on est sur la bonne voie, etc. On a le concept de la 116 déjà, où on veut moderniser ces boulevards-là. Et jusqu'à maintenant, notre grand chantier sur la sécurité dans les routes a fait ressortir que c'est surtout aux abords des écoles et sur les grandes artères que la population s'attend à avoir peut-être des changements pour mieux sécuriser ces artères-là. Alors, on va y travailler énormément. Mais pour le moment, pour les travaux, je peux vous donner la garantie. Il y a une présentation qui a été faite à tous les membres du conseil lundi, en comité plénier, à la grande satisfaction des membres du conseil municipal. On peut vous dire que notre direction de la mobilité, là, comme on dit, ils mettent le paquet pour faire du mieux qu'ils peuvent. Et toutes les initiatives qui nous sont proposées sont sérieusement regardées pour voir si on ne pourra pas améliorer les choses. Voilà. Merci. D'autres questions à propos du sujet du jour? Ça va? Parfait. Donc, pour les autres sujets, on vous invite, Mme Campeau, je vous remercie de votre présence. Pour les autres sujets, est-ce qu'il y avait des questions, des médias en ligne pour les autres sujets? Ah, c'est vrai, on pourrait... Non, je ne vois pas de questions en ligne. Il n'y a pas de questions en ligne pour les autres sujets? Parfait. Donc, écoutez, ça va mettre fin à la conférence de presse. Par contre, je vous invite, on a la prise de photographie officielle.
Ça va se passer à l'extérieur de l'hôtel de ville. On vous demande, directeur élu, de vous diriger vers l'entrée de l'hôtel de ville. On va pouvoir procéder à la prise.